L'histoire des caricatures. Mustapha est le meilleur correcteur que j'ai jamais eu, et j'en ai eu beaucoup. Quand il parlait de la langue française, il était passionnant, passionné, et ses yeux pétillaient. Sa langue était sa patrie. Pour citer Camus, il pouvait parler pendant des heures de l'emplacement d'un point-virgule ou de la concordance des temps. C'est important, la concordance des temps. Elle n'a pas toujours été scrupuleusement respectée au cours de cette audience, mais parfois, de petites bulles de grâce et d'élégance ont émergé, comme ce 27 octobre dernier, quand le principal accusé a utilisé le présent du subjonctif. Vous voulez des réponses qui vous satisfassent? Qui utilise le présent du subjonctif? Ce n'est pas commun. Mustapha aurait aimé ce moment. Ça lui aurait donné de l'espoir, mais Mustapha est mort. Pour lui, comme pour les autres, le compte à rebours s'est déclenché à Amsterdam le 2 novembre 2004, dans une ruelle avec l'assassinat de Theo van Gogh, l'arrière-petit-neveu du peintre. Theo van Gogh était journaliste, réalisateur, animateur. Il faut bien avouer que ce n'était pas un personnage sympathique. Il avait eu des propos odieux sur les juifs, les étoiles jaunes copulant dans une chambre à gaz. Il avait été menacé de poursuites et je crois que ça s'était arrêté là. Ensuite, donc, il n'a pas été tué, il a été menacé de poursuites. Les gens civilisés, donc là je fais une pause commentaire de ma lecture du droit d'emmerder Dieu de Richard Malka. En fait, ce livre-là, je reprendrai après. C'est le texte réécrit, le texte de la plaidoirie de Richard Malka pour défendre qui en fait? Défendre des morts ou défendre des vivants? Est-ce que Richard Malka voulait défendre des morts? Ça m'étonne parce que les morts c'est trop tard. Et les vivants on en fait quoi? On les laisse mourir encore? Je continue, je poursuis. Et puis en 2004, il réalise Submission avec Ayaan Hirsi Ali, un documentaire dénonçant la soumission des femmes dans l'islam. C'est un documentaire que j'ai publié sur ma chaîne Touda n'a pas tout dit, YouTube. Cette fois, il n'y a pas eu de plainte, mais le 2 novembre 2004, il est abattu dans une rue d'Amsterdam de 8 balles dans le corps par un jeune islamiste de la tendance takfiriste dont nous avons tant parlé au cours de ce procès. Ensuite, son agresseur se penche sur son corps et l'égorge. Il le décapite presque. Ensuite, il lui plante 2 poignards dans le torse. Sur l'un des poignards, un petit mot de menace de mort contre Ayaan Hirsi Ali. Ça, c'est logique. Et contre les juifs, ça, on ne sait pas pourquoi. Je vais faire une pause aussi. En fait, l'islamiste, le jeune islamiste, comme ils aiment bien appeler les tueurs jeunes, il n'est pas jeune là. S'il est arrivé à tuer, c'est qu'il est arrivé à une maturation où il a considéré que la vie de quelqu'un ne valait rien. C'est pas normal, les jeunes ne pensent pas ça. Bref, passons. Mais ce gars-là, d'accord, ils n'ont pas menacé, là ils l'ont pas menacé, ils sont juste allés le tuer directement. En le tuant, ils ont planté. Alors, qu'est-ce qu'il a? Abattu dans une rue d'Amsterdam. Alors, un islamiste de tendance takfiriste. Donc, cet islamiste, il s'est penché sur le corps de Theo van Gogh, l'arrière-petit-fils de Vincent van Gogh. Il lui plante 2 poignards dans le torse. Donc, la victime, elle est là. Et le tueur, il a le temps,
voilà, de replanter un autre poignard dans, dans le torse. Sur l'un des poignards, donc dans ces 2 poignards, il y avait 2 mots. Un petit mot de menace de mort contre Ayaan Hirsi Ali, c'est logique. Elle participait au film, c'est une actrice. Elle s'est même montrée presque voilée, entièrement avec un voile assez érotique. Donc il y avait du blasphème, tout simplement en Europe, ce qui était admis. Mais j'espère ce qui est toujours. Passons. Donc, ça c'est logique. Et contre les juifs, ça, on ne sait pas pourquoi. C'est vrai. Donc, t'as un finalement, enfin, ce qu'il rapporte là, moi j'ai pas vérifié les pensées antisémites de Theo Van Gogh. D'ailleurs, il est mort, on va pas aller remuer le couteau dans un mort. C'est le cas de le dire. Mais genre l'islamiste, il a tué quelqu'un qui pense comme lui, qui est antisémite. Puisque là, les juifs n'ont rien à faire là-dedans. Il menace les juifs et Ayaan Hirsi Ali. Ayaan Hirsi Ali, je vais raconter son histoire. Il faut que je la raconte, son histoire. Elle est, elle est somalienne et apostate, qui défend la liberté d'expression et défend les femmes. Bon, j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc, je reprends ma lecture. C'est la matrice de 2015. Ce même corps, ce même crime concentre les 2 obsessions des islamistes, la liberté d'expression et les juifs. Donc, l'obsession des islamistes, la liberté d'expression et les juifs. Bon, Richard Malka, t'as quand même oublié les femmes. Date. Je poursuis. Le traumatisme aux Pays-Bas va être considérable, et d'ailleurs dans tous les pays du Nord. Pour Lan Bourouma, un écrivain hollandais parmi les plus reconnus, qui y consacrera un livre, c'est la fin de l'Europe des Lumières. Le retour du fanatisme, du religieux, un coup d'arrêt à la sécularisation de l'Europe. On parle de 2004. Un autre écrivain danois, cette fois, Carl Bludgen, l'extrême gauche donc insoupçonnable d'islamophobie, va avoir le projet d'écrire un livre pédagogique absolument pas polémique sur la vie de Mohammed. Il pense que la connaissance est le meilleur rempart à la violence. Peut-être a-t-il lu ce verset du Coran et ces paroles du prophète Mohammed. L'encre du savant est plus sacrée que le sang du martyr. Il veut donc faire une sorte de Coran illustré, comme il existe des Bibles illustrées, et il cherche un illustrateur, mais il n'en trouve pas. Le seul qui acceptera exigera l'anonymat. Tout le monde refuse. La peur a déjà gagné, les ciseaux sont dans les têtes, car Blidgen s'insurge contre cette situation et écrit un article dans le grand journal de gauche danois Politiken le 17 septembre 2005 pour dénoncer l'autocensure dès qu'il s'agit d'islam. C'est alors que Fleming Rose, rédacteur en chef des pages culture du Jyllands-Posten, le journal de centre-droit danois, lit cet article et il va y réagir vivement. L'histoire de Fleming Rose fait écho au témoignage de Fabrice Nicolino qui dénonçait les anciens staliniens reconvertis en soutien des islamistes parce qu'il se trouve que, plus jeune, il avait été le correspondant en URSS de plusieurs publications et qu'il a vu les horreurs produites par l'absence de liberté d'expression. Il a vu le cauchemar qu'était la société de la peur. Alors il a décidé de ne pas laisser passer et il demande au syndicat des caricatures danois, des caricaturistes danois, de lui adresser ces fameuses caricatures de Mahomet. La plupart, totalement anodines, sont publiées le 30 septembre 2005. Je me rappelle, j'étais en Algérie et j'étais à la fac
avec des camarades de classe, filles et garçons. Et l'un de mes camarades voulait partir et je lui disais mais tu vas où? Je vais à la marche. Je dis marche de quoi? Moi je m'en foutais quoi. J'avais mes problèmes de fille quoi. Elle me dit bah tu sais pas, il y a la France, le Danemark qui font, tu vois, c'est pas un journal la France, le Danemark. Quand je me rends compte là, quand je fais un retour en arrière des réactions, après il nous a appelé à aller avec lui. Nous on était très bien là où on était. On était sous un arbre en train de fumer des cigarettes et de discuter de tout et de rien. Et ça c'était interdit, mais on a trouvé un arbre sous lequel on pouvait se cacher. Et oui, il y a toujours une sortie. Heureusement. Mais à quel prix? Je reprends. Alors, à la suite de ça, il y a une manifestation à Copenhague de 3000 personnes. C'est significatif, mais il n'y a pas non plus de quoi fouetter un chat. Puis plus rien. Pendant 2 mois, au Danemark, plus rien. Le 17 octobre suivant, ces mêmes caricatures sont publiées dans le journal Al-Fajr, en Égypte, en plein mois de Ramadan. Aucune réaction, aucun mouvement, personne ne réagit. Pendant 2 mois, il ne va pas se passer grand-chose. En réalité, cette affaire n'a pris sa véritable ampleur qui conduit au 7 janvier 2015 qu'en raison d'une escroquerie. Et cette escroquerie a été commise par des imams danois de la mouvance des frères musulmans, essentiellement avec quelques salafistes. J'allume une cigarette pour Sharp, Cabu et les autres. Qu'en raison d'une escroquerie donc, et cette escroquerie a été commise par des imams danois de la mouvance des frères musulmans, essentiellement avec quelques salafistes. En fait, tout ce qui se passe depuis 2004-2005, Théo Van Gogh, caricature, autocensure, se répète et continue. Je suis choquée. Bon, j'avais déjà lu ce livre, mais je le relis et tout en le relisant, je suis rechoquée en fait. Donc en décembre 2005, ces imams égyptiens donc, fâchés contre ces méchants Danois islamophobes qui empêchent d'appliquer la charia en rond, font le tour des capitales arabes pour mobiliser le monde musulman. Donc, comme ils ont vu que le monde musulman n'a pas bougé, ben, ils sont allés faire le tour du monde musulman pour les faire, pour les réveiller. Et pour créer de l'émotion, ils constituent un dossier comprenant bien évidemment des caricatures publiées par le G-Land Postern, mais ils savent que ça ne suffira pas, alors ils en rajoutent. Vous vous rendez compte, ils ont rajouté des caricatures. C'est-à-dire que ce n'est pas les caricatures vraiment publiées qui ont ému les gens, c'est des caricatures rajoutées. Mais c'est des gens qui sont capables de tout en fait. Et regardez où ils sont arrivés. Je poursuis. Nous avons récupéré le dossier diffusé par ces imams danois. Tout cela a été documenté, investigué. Il y a eu de nombreux documentaires et ces imams, très rapidement, ont reconnu leur supercherie. Mais c'était trop tard. Le monde s'était déjà embrasé. Retenez bien ça. Retenez bien ça, ces rumeurs sur les gens. Qu'on lâche en faisant croire que même si c'est pas vrai, je le dis quand même. Ça tue. Je vais relire le paragraphe parce qu'il est très très important. Donc, il explique, pour créer de l'émotion, donc en décembre 2005, à la même année de la publication
des caricatures qui n'ont suscité aucune émotion, fâché contre ces méchants danois islamophobes qui empêchent d'appliquer la chaïra. Donc les islamistes danois. Attends, je vais revenir en arrière pour voir s'il dit que c'était... Voilà, raison de... Et cette expression a été commise par des imams danois. Voilà, je disais bien que c'était ça. Des imams danois de la mouvance des frères musulmans essentiellement, avec quelques salafistes. Vous vous rendez compte? Donc c'est des islamistes au Danemark qui ont suscité toute cette haine qui a amené à tuer Shah. J'adore ces caricatures. En décembre 2005, ces imams, fâchés contre ces méchants danois islamophobes qui empêchent d'appliquer la charia en rang, font le tour des capitales arabes, donc ils vont voyager dans les pays arabes, c'est dingue, pour mobiliser le monde musulman. Et pour créer de l'émotion, ils constituent un dossier comprenant, bien évidemment, les caricatures publiées par le Zeeland Postern. Mais ils savent que ça ne suffira pas, alors ils en rajoutent. Nous avons récupéré, donc là c'est un avocat qui parle devant des juges. Ce n'est pas des mensonges, ça c'est le résumé de sa plaidoirie. Il jure de dire toute la vérité, rien que la vérité. Donc, ces islamistes danois qui ont suscité la haine dans le monde, ils devraient le payer. J'espère qu'ils sont enfermés quelque part. Bref, on continue. Ce qui est fait est fait. Il ne devra plus arriver. Donc, tout cela a été documenté, investigué. Il y a eu de nombreux documentaires et ces imams, très rapidement, ont reconnu leur supercherie. Mais c'était trop tard. Le monde s'était déjà embrasé. Voilà le dossier qui a été diffusé. Vous le verrez, il comporte 3 caricatures de plus. 3 caricatures de plus que les caricatures officiellement publiées par le journal en question. 3 caricatures rajoutées. Vous vous rendez compte? C'est comme si toi tu veux dénoncer un livre, mais comme tu ne trouves pas d'argument, ben, tu rajoutes des passages et tu dis voilà ce qu'il a dit. C'est exact, enfin, ou une chanson, ou tu rajoutes, voilà. Si tu veux dénoncer, tu rajoutes. Ça, c'est même pas la période de l'IA. Hein. C'est, je vous raconte, c'est 2005. Il y avait un peu d'IA, mais pas tant que ça, quoi. De quoi ils sont capables? De quoi ils sont capables? Donc, deux de ces caricatures viennent d'un site d'hystérique. Donc, c'est un site d'hystérique des suprémacistes blancs américains. Donc, ah oui, ils sont allés chercher des caricatures d'autres sites qui n'ont rien à voir avec le journal. Mais c'est dingue. Donc, on avait dit, c'est des caricatures, 3 caricatures ajoutées à la propagande dans les pays arabes. La première, c'est un dessin d'enfant. Les caricatures danoises ne sont pas de très bonne qualité, mais ce ne sont quand même pas des dessins d'enfants, représentant une espèce de diable tenant 2 petites poupées, légendées, le pédophile prophète Mahomet. La deuxième est encore plus outrageante, elle présente un priant musulman sodomisé par un chien. Évidemment, ces 2 caricatures n'ont jamais été publiées par le Zeeland Postern. C'est une pure mystification. Vous vous rendez compte le crime de ces gens, jusqu'où ils peuvent aller? J'en reviens pas. Évidemment, ces 2 caricatures n'ont jamais été publiées, donc la troisième, c'est encore plus énorme. Il se trouve qu'à Tulle, tous les ans, est organisée la fête du cri du cochon, et un jour, l'un des participants a trouvé drôle de se présenter avec un groin et des oreilles de cochon. Cette manifestation n'a pas le moindre rapport avec l'islam, et pourtant, cette photo a été récupérée puis légendée. Voilà le prophète Mohammed tel qu'il est représenté en Occident, puis incluse dans le dossier, et voilà ce qu'on a fait croire au monde arabe. Le monde s'enflamme. Des manifestations monstres, des drapeaux brûlés, des déclarations incendiaires,
des boycotts, des morts, des ambassades attaquées sur le fondement d'une supercherie d'escrocs de la religion. Cette falsification a entraîné la mort de beaucoup d'hommes, dont celle de Mustapha Ourad, le correcteur d'orthographe du journal de Charlie Hebdo. Cette falsification a fait descendre dans la rue des dizaines de milliers de personnes qui n'ont pas vu les véritables caricatures publiées, et ça devrait définir le périmètre de la liberté d'expression de tous les journaux du monde. Et chaque journaliste de chaque pays devrait s'y soumettre. Et c'est nous qui avons mis de l'huile sur le feu. Le problème, c'est que la moitié de la classe politique et intellectuelle a tenu des discours. Mais qui met de l'huile sur le feu? Qui caricature l'islam? Nous ou ces imams danois? Qui a blasphémé, si ce n'est les frères musulmans qui ont inventé, créé et diffusé ces caricatures? Ce sont eux les blasphémateurs. Alors oui, c'est dur d'être aimé par des camps, comme le disait Cabu en parlant des intégristes, mais c'est encore plus triste d'être instrumentalisé par des escrocs. Ils ont allumé le feu et depuis 15 ans, ils nous traitent d'incendiaires islamophobes. Ces caricatures sont une création des frères musulmans, ceux qui, monsieur Farid Benyatou, c'est l'ancien leader de la filière des buttes-chaumont et recruteur de nombreux candidats au djihad, dont Chérif Kouachi, Farid Benyatou a purgé une peine de 10 ans de prison pour association de malfaiteurs terroristes avant de se déclarer repenti. Donc Farid Benyatou en a témoigné sur la porte d'entrée vers tous les mouvements radicaux. Ceux qui sont à l'avant-garde, nous a-t-il dit, de la question des caricatures depuis le début des années 90. C'est extrêmement intéressant parce qu'après le temps de la mystification viendra celui de la récupération politique. En janvier 2006, la très officielle organisation de la conférence islamique qui regroupe 57 pays musulmans saisit l'ONU pour obtenir l'interdiction mondiale du blasphème. C'est une occasion en or. Elle a été créée de toutes pièces, mais elle va être utilisée jusqu'à la corde. L'agenda politique se met en place et cette organisation demande à l'ONU l'application de la Déclaration des droits de l'homme du Caire de 1990 et plus particulièrement de son article 22 selon lequel tout le monde doit avoir le droit d'exprimer librement son opinion de telle sorte qu'elle ne soit pas en conflit avec la charia. Pourquoi dire des conneries comme pareil? Pourquoi? Bref, petite parenthèse. Elle finit par obtenir l'un des machins de l'ONU, le Conseil des droits de l'homme en 2009, une résolution heureusement non contraignante pour que toutes les législations du monde soient modifiées afin de poursuivre toute diffamation religieuse. Le 3 février 2006, le Cheikh Al-Qaradawi, guide spirituel des frères musulmans, proclame un jour de colère. Le même jour, Jacques Chirac, Bill Clinton, ancien président américain, et Kofi Annan, secrétaire général de l'ONU, déclarent que les journaux ayant contribué à diffuser les caricatures ont fait un usage abusif de la liberté de parole. Et ils font appel à plus de responsabilité et de respect envers les sentiments religieux. Tout ça, évidemment, entre guillemets, pour signifier, ici, Richard Malka veut signifier que tous ces discours, il n'est pas d'accord avec. La soumission. Il n'avait pas tort. Hein, il a tort de croire qu'il avait tort, Michel Houellebecq. Il a vraiment tort. C'est la seule fois où je suis pas d'accord avec lui. Donc le monde a cédé devant l'obscurantisme. La vérité a été recouverte par le mensonge. Ceux qui détestent les libertés ont gagné. Et le sang des démocraties leur donne de l'appétit. L'opération de Qaradawi a parfaitement réussi et ce n'est qu'une étape politique. À l'autre bout de ce temps-là, c'est-à-dire au début de ce procès, l'un des principaux
bras droit de Qaradawi, le cheikh Mohamed Hassan Dadou, a appelé au meurtre contre Charlie. Cet homme influent, basé au Qatar, avec tous les honneurs dus à son rang, revendique un islam modéré du juste milieu et un esprit de foi et d'amour consistant à infliger la mort de ceux qui moquent le prophète pour assouvir la soif de vengeance qui brûle dans nos poitrines, entre guillemets. Donc, infliger la mort de ceux qui moquent le prophète pour assouvir la soif de vengeance qui brûle dans nos poitrines, tout ça, Richard Malka l'a mis entre guillemets pour montrer que c'est un discours rapporté. Et oui, à chaque fois, c'est pour montrer un discours rapporté. C'est quand même de l'amour vache.